un duo assez extraordinaire. L'un est un des plus grands romanciers de son époque, grand auteur. Vous avez souhaité qu'il soit là, vous allez nous dire pourquoi. C'est Éric Emmanuel Schmitt, et l'autre c'est Francis Huster, qui a donné envie à toute une génération de comédiens et de comédiennes séduites par lui de faire du théâtre. Ils viennent nous parler de la trahison d'Einstein au théâtre Rive Gauche à partir du 30 janvier avec Francis Huster et Jean-Claude Dreyfus. Voici Francis Huster et Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel et Francis. Bonjour Éric Emmanuel, installez-vous. Vous connaissez le chemin, c'est presque votre canapé maintenant. Bonjour. Et Francis, on peut lui donner une clé également. Bonjour mon Francis. Bonjour. Alors, vous connaissez avec Éric Emmanuel Schmitt? Oui. Racontez-moi. Il est venu à mon spectacle. Déjà, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est quand même pas le même univers et c'est pas souvent. Lui, il fait partie du théâtre bien établi. Non, mais c'est vrai, ça m'a touchée. Et puis, il m'a demandé aussi de faire il a réécrit le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Et on a fait ça ensemble et c'était une belle expérience avec un orchestre. Vous étiez la récitante. Ouais. Vous avez vu ce qu'elle a dit, le complexe? Oui, c'est fou, parce que moi je suis pas venu avec cet esprit-là, parce que sous sa plume très satirique, très journalistique et très politique, il y a un sens des caractères à la Molière, à la Courteline. Elle représente vraiment les gens. Puis moi ce que j'aime aussi c'est le sourire. C'est-à-dire qu'elle peut être rosse, elle peut être terrible, elle peut être cruelle, jamais méchante. C'est vrai, c'est difficile. C'est la comédie humaine, quoi. C'est nous. Elle parle de nous. Elle parle pas des autres. Elle parle de nous. Ça me plaît. Et puis aussi, il y a une chose qui me plaît, c'est que je trouve que c'est une espèce d'acrobate qui fait un saut périlleux arrière sans que personne s'en rende compte. Parce que là, quand on la voit, elle fait elle a une apparence qui devrait l'empêcher de jouer, au sens où elle est féminine, elle s'habille en rouge, elle a un visage infiniment reconnaissable et ça l'empêche pas de faire venir tout d'un coup un pochetron, un chauffeur de taxi asiatique et xénophobe, etc. Et ça, je suis assez épaté parce que je trouve que son apparence, c'est comme un masque, et malgré le masque, les personnages arrivent. Vous savez qu'avant que vous arriviez, on parlait de son avenir, parce que ça t'interroge sur son avenir, mais elle dit qu'elle veut d'abord passer par le théâtre. Elle est capable d'écrire sa pièce de théâtre. Elle y pense déjà. D'écrire, c'est évident. Hein? C'est évident. Et ce que j'aime beaucoup avec Éric Emmanuel Schmitt, c'est que on a pris un pot après, et c'est quelqu'un, il a un tel succès dans le monde entier, et ben ça lui donne, je sais pas comment dire, il est ouvert dans le dos. Non mais absolument. Dans le dos. T'es ouvert dans le dos. Non mais c'est pas, vous êtes à 180 degrés, c'est-à-dire curieux de tout. Il y a des gens qui sont comme ça ou comme ça, pas sectaire. et vous êtes dans le dos. Non mais. Ah ça fait plaisir. Ça y est, j'ai compris. Mais Anne, vous ne croyez pas si bien dire. Et donc quand on fréquente des gens comme ça, je trouve qu'après on a l'impression que tout est possible, alors que dans la vie on se dit ça je peux pas, hein, et quand on discute avec lui, on a l'impression que tout est ouvert en fait. Alors vous ne croyez pas si bien dire parce que lorsqu'on voit la programmation du théâtre Rive Gauche, il y a Guitry, il y a Anne Frank, il y a l'affrontement, et maintenant il y a Einstein. Je vais donner la parole à celui qui va jouer Albert Einstein, c'est Francis Huster. C'est saisissant d'ailleurs. Mise en scène de Steve Suissa, c'est à partir du mois de janvier, avec Jean-Claude Dreyfus et Dan Herzberg. Alors, il faut d'abord savoir, dans les années 20, Einstein avait déjà tout reçu. Prix Nobel allemand, juif, qui va quitter l'Allemagne pour des raisons évidentes. Il a 55 ans, et quand il arrive aux États-Unis, dans le New Jersey, dans les années 30, juste avant la guerre, il va rencontrer un vagabond, joué par Jean-Claude Dreyfus, et là va s'établir une relation tout à fait étonnante. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Ce qui est extraordinaire, c'est d'abord l'honneur d'avoir interprété Einstein, qui a été désigné comme la personnalité du siècle. Je trouve que c'est le frère de Charlie Chaplin, c'est-à-dire que il a rien pour devenir l'homme du siècle. C'est vrai, il est juif, il a plus de nationalité, il est à la fois allemand, il est à la fois suisse, il est à la fois américain, il est à la fois israélien. Et en fait, le vrai vagabond, je trouve, dans la pièce qui me bouleverse, c'est qu'il a su allier, et je trouve Schmitt l'a pesé entre la détresse de cet homme, dont on peut dire, comme ça, à distance, qu'il a tué des centaines de millions de gens. Et pourtant, au départ, antimilitariste, fervent défenseur de la paix, se battant avec des discours contre la guerre, contre les armes, et pourtant. C'est pacifiste. Et pourtant, Hiroshima, 300 000 morts. C'est ce pacifiste qui va tout d'un coup, au milieu de la guerre, écrire au président Roosevelt pour lui dire il faut qu'on fasse la bombe atomique avant les nazis.
Je n'aime pas la guerre, mais cette guerre-là, il faut la gagner. Et donc, c'est le drame intérieur d'un homme qui déteste la guerre, qui est un pacifiste militant, et qui, de par d'abord sa théorie, l'idée qu'il y avait de l'énergie dans la matière, et ensuite le fait qu'il presse Roosevelt, va au fond être responsable des morts de la bombe atomique. Alors, il rencontre ce vagabond qui est Dreyfus, il dit « les hommes ne doivent pas assassiner des hommes », alors que le vagabond pense que les soldats sont des héros car son fils est mort à la guerre. Oui, son fils est mort à la guerre. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est la bascule. Tout d'un coup, cette pesée entre les passages bouleversants, déchirants, et tout d'un coup, un humour de dingue. C'est-à-dire, moi, j'ai bien, comme toi, croisé Serge Gainsbourg. Je l'ai adoré, j'ai travaillé avec lui. Mais il y a tout un côté Gainsbourg chez Einstein. Et en plus, ce qu'on ignorait, c'est Einstein le séducteur. Le nombre de femmes. Quand Marilyn Monroe, par exemple, a été trouvée assassinée ou suicidée, il y avait une seule photo à côté de son cadavre. Celle d'Einstein. Non. Si, pour Marilyn, avec amour. Pourtant, on va voir sur une autre photo, il a un look incroyable, il portait jamais de chaussettes. Et quand on le voit comme ça, il y a plutôt un côté Groucho-Marx. Hein. Oh, mais c'est extraordinaire. Parce qu'il disait toujours que les chaussettes, c'est gênant, parce que les orteils finissent toujours par faire des trous. Et la pièce, si tu veux, est une pièce un peu à la Hitchcock. Donc on ne va pas raconter la fin. Non. Mais en fait, le problème de la pièce, c'est que le FBI, Hoover et les autres... Ne l'a jamais lâché. Ils ne l'ont jamais lâché. Dès son arrivée en Amérique. Dès son arrivée, comme Chaplin, oui. Ils étaient persuadés qu'il était donc farouchement communiste et qu'il allait donner la bombe aux Russes. Qu'il allait travailler pour les Russes. Ouais. Alors, pourquoi vous avez envie d'écrire cette pièce qui est tout à fait étonnante? Parce que finalement, Einstein, qui est quelqu'un qui m'a dit pour écrire le plus beau rôle de ma vie. Tu vois ce que tu m'as dit? Voilà. Non, arrête. Non, parce que Einstein, c'est vrai que c'est un homme qui nous dépasse tous, et tout d'un coup, quand on l'étudie, on se rend compte qu'il a aussi les mêmes soucis que nous. C'est-à-dire ce dilemme, savoir comment vivre ensemble, et est-ce qu'on doit faire la guerre ou est-ce qu'on ne doit pas faire la guerre. Moi, je suis pacifiste de vocation, mais en même temps, parfois, la seule manière d'arriver à la paix, c'est de faire la guerre. Et on retrouve tout ça à l'intérieur de lui. Et en fait, cet homme disait qu'il avait eu deux passions dans sa vie, la physique et la politique. Alors, c'est le Einstein politique qui me Pendant passionne. qu'il arrive en Amérique surveillé par le FBI, pendant ce temps-là, on brûle ses livres en Allemagne. Oui. On brûle ses livres en Allemagne et sa vie privée est extraordinaire. Sa première femme a donc 2 enfants, d'ailleurs un premier enfant qui meurt, l'autre enfant, Édouard, dont on sait maintenant parfaitement que sa vie a été terrible, qui est mort dans des conditions, tragiques, et un autre fils qui ne veut plus lui adresser la parole puisqu'il a divorcé pour épouser une nouvelle femme qui, elle, meurt d'un cancer aussitôt. Et sa capacité, c'est pour ça que j'évoquais Serge, Gainsbourg, c'est que sa capacité de rire de tout, il y a un côté Figaro, un côté Cyrano dans Einstein. Oui, parce qu'à la fin de sa vie, il dit qu'il a traversé 2 guerres mondiales et 2 mariages, mais qu'il a quand même été insolemment heureux. Oui, alors la deuxième partie, c'est après Hiroshima, deuxième partie de la pièce, 1945, 300 000 morts, et tout le monde sait que ce sont les découvertes d'Einstein qui sont à l'origine de cette tragédie. D'ailleurs, le vagabond lui reproche, vous n'avez fabriqué que de la mort. Oui, il a fabriqué aussi la liberté et la paix en sauvant le monde d'un autre sens. Ce qui est extraordinaire, dans la pièce, Eric dit à un moment que Hitler avait la possibilité d'avoir la bombe atomique qui au départ était française. Le brevet a été déposé en France en 1939 et que Hitler tout d'un coup a abandonné le projet de la bombe atomique parce que c'était une invention juive. Donc il ne voulait pas en entendre parler. C'était un personnage hors norme. C'est pas évident quand on voit Francis d'imaginer qu'il va être Einstein. Mais j'ai mon pyjama là sous moi, alors donc je suis un petit peu Einstein. Et quand on voit l'affiche, c'est la transformation. Moi, je me disais que dans l'âme, il avait quelque chose pour le faire. C'est-à-dire, au fond, un mélange d'intelligence vive et d'esprit d'enfance, parce que Einstein avait ça, et puis d'amour, d'humanité. Mais physiquement, je ne voyais absolument pas le rapport entre Francis et Einstein. Et alors, puis, il est arrivé comme ça. Oui, c'est saisissant. Ah oui, c'est ça un grand acteur. Puis alors, c'est le retour de Jean-Claude Dreyfus. Ouais. Quelle belle idée. Qui est un acteur immense. Immense, très populaire, et en plus qui représente justement comme le vagabond, l'émotion à fleur de peau. Et puis il y a Dan Herzberg aussi qui interprète évidemment le gars du FBI. C'est fin janvier, dans un mois. Hein. Fin janvier. Toujours en alternance avec toutes les pièces que vous avez écrites. Parce que au théâtre Yves Gauss, Guy Triss, ça continue, Martin Lamotte, Claire Kem, l'affrontement David Sardou et Francis, Miss Carpenter, Marianne Jeb. Comment vous faites? Il y a un génie qui change les décors?
il y a une série de petits génies qui changent les décors et puis surtout il y a des mises en scène qui sont toutes faites par Steve Fussac qui utilise beaucoup en fait les projections. Ces pièces n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Non, aucun rapport. Mais on utilise beaucoup les projections, etc. Et la rétroprojection. Parce que votre théâtre, la scène est petite. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller à l'émotion, quoi. On Voilà. pas. Donc Einstein, la théorie d'Einstein, on en reparlera dans un mois. Alors Anne, elle a préparé le conservatoire, elle est comédienne. Elle voulait entrer à la Comédie Française. Francis, oui. Toi qui es passé par là, oui. C'est trop tard? Bien sûr que non. Jean Le Poulain est entré au Français beaucoup plus âgé et elle a un emploi extraordinaire. C'est un emploi de Dorine, comme on disait à l'époque. Oui. Mais c'est surtout ce que je trouve, je ne sais pas vers quel style de pièce tu iras. Je te conseille Steve Fussac comme metteur en scène, parce que comme directeur d'acteur, il va jusqu'à l'émotion tout de suite, il crève les carapaces. Mais je pense qu'il y a un côté tchécovien chez Anne. C'est pas pour rien qu'il y a off à la fin de son nom. Et je suis persuadé que dans des pièces, tu vois, style La Cerisay, tout ce qui est Tchekhov, tout ce qui est ce côté-là, et je trouve que, comme était Fernand Reynaud, par exemple, à son époque, il y a quelque chose de vrai qui, voilà, comme un tambour. Voilà, il n'est pas trop tard pour entrer Anne. à l'Académie française. Mais non, au contraire. Éric Emmanuel Schmitt, Les Perroquets de la place Arezzo. J'étais l'autre jour, j'ai déjeuné chez une de vos amies, qui s'appelle Catherine Forestier, qui habite juste devant l'arbre. Et j'ai vu tous ces nids pendant tout le déjeuner. J'étais fasciné, c'est pas la première fois, et toutes ces perruches. C'est fascinant cette place. Allez la voir à Bruxelles. C'est la jungle au milieu de la ville. Ouais, c'est la jungle au milieu de la ville. C'est les cris des bêtes sauvages dans un monde civilisé. C'est nous. Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Francis, Passeur de rêves. Préface Éric Emmanuel Schmitt. Un extrait de la préface de ton voisin, tu vas rougir. C'est l'homme superlatif. Il parle de toi, Francis. Il possède tout en trop. Le talent, l'intelligence, la beauté, la curiosité, l'enthousiasme. Francis n'aime pas l'argent, lequel le lui rend bien. C'est vrai? Oui. T'es fauché, toi, non? Ah oui. T'es fauché. Alors là... Toi, la réforme fiscale, tu t'en fous, t'as rien? Oh bah oui, alors là... Bon. Dès que Francis détient quelques billets, il les donne. La scène constitue sa manière de dire aux hommes qu'il les adore. Quelle préface. Oui, quelle préface. Merci. Voilà, ça c'est pour Anne. Beaucoup. Merci. Et puis je rappelle quand même, dans la peau d'Albert Camus, le passeur. Albert Camus, Un combat pour la gloire. Lui, c'était le passeur et toi, tu es le passeur de rêve. Hein, il y a un titre commun. Merci, on applaudit Éric Emmanuel Schmitt et Francis Huster. Merci beaucoup. Vous restez avec moi.